Alors, bonjour à tous, bienvenue dans cet atelier et merci de vous être libérés en ce dimanche. Vraiment, c'est avec plaisir que Marie et moi, on va vous parler de notre parcours, de notre engagement et de notre cheminement jusqu'à aujourd'hui pour devenir vraiment acteurs de notre parcours patient. Donc, n'hésitez pas à nous poser des questions hein, dans l'onglet Q&R. On gardera un temps pour y répondre à la fin de cet atelier. Donc, première question de cette interview, pouvez-vous vous présenter? Marie, du coup, est-ce que tu peux te présenter? Oui, donc je suis Marie Duvivier, j'ai 32 ans. Je viens de Normandie, j'ai habité à Paris et maintenant j'habite à Toulouse. Moi, j'ai une CEP rémitante récurrente depuis bientôt 5 ans et j'ai su que je l'avais suite à des troubles sensitifs, en particulier du côté gauche. Voilà. Et maintenant, il me reste forcément quelques séquelles sensitifs, mais voilà, c'est un petit peu ce qui se passe. Et toi, Marine, tu peux te présenter? Alors, je m'appelle Marine, j'ai 28 ans et j'ai été diagnostiquée de la sclérose en plaques, donc une forme récurrente rémitante, il y a maintenant 14 ans. Et alors, un petit peu comme Marie, hein, ça a commencé par des troubles sensitifs de tout le côté gauche et aussi beaucoup de troubles cognitifs dans mon enfance. Donc voilà, et aujourd'hui, je souffre essentiellement de symptômes vraiment invisibles, hein, et c'est ce qui m'handicape, surtout la fatigue au quotidien. Alors, est-ce que du coup, tu peux nous expliquer un petit peu comment tu as réagi face à ton diagnostic et un petit peu qu'est-ce que tu as fait après, quoi? Comment ça s'est passé? Ben, finalement, quand le diagnostic a été posé, j'étais enfin, ouais, un peu soulagée quand même de mettre un mot enfin sur tous ces symptômes qui avaient duré pendant même plusieurs années. Donc, quand j'ai entendu le nom, ouais, j'ai ressenti une forme de soulagement. Et d'un autre côté, j'étais très jeune hein, à l'époque, j'avais 14 ans, donc je ne me rendais pas vraiment compte de l'impact qu'allait avoir la sclérose en plaques dans ma vie. Et du coup, je me suis un petit peu laissée porter par mes proches et mon équipe thérapeutique parce que pour moi, la sclérose en plaques, à l'époque, quand j'étais jeune, ce n'était pas une maladie chronique. Je pensais qu'un jour, j'allais vraiment en guérir. Quoi. Dans quelques mois, voilà, on me donnerait un traitement. Et voilà, j'allais guérir quoi, comme on peut guérir d'une grippe, par exemple. Quoi. Et en fait, j'ai mis du temps quand même. Ouais, j'ai mis du temps à vraiment comprendre ce que c'était la CEP. Et au départ, ça a été plus compliqué, surtout pour mes proches qui, eux, ont pris en pleine face le diagnostic. Donc, finalement, pour moi, ouais, je dirais que j'ai réagi plutôt bien face au diagnostic parce que je pense que je ne me rendais pas compte. Et toi, Marie, par rapport à ton diagnostic, tu as réagi comment? Moi, j'ai pas réagi aussi bien que toi. Je crois que j'ai passé des heures et des heures à pleurer, déjà devant le neurologue le jour J, après chez moi, après avec mes proches, après avec mon copain de l'époque. Voilà, j'ai quand même pas mal pleuré au départ. Et en fait, je savais pas ce que c'était moi non plus. Moi, c'était un peu un énorme mot. Je me doutais qu'on allait me diagnostiquer ça à l'époque, mais j'espérais qu'une chose, c'est que ce soit pas ça. Et je savais pas ce que c'était la sclérose en plaques, donc j'avais plein d'a priori. J'ai eu super peur de mourir carrément. J'ai eu peur de finir complètement handicapée. J'ai eu peur voilà, j'ai eu peur d'énormément de choses. Et ça pendant un certain temps. Donc voilà, ouais, je vais pas te mentir, hein, j'ai clairement pleuré au départ et je crois que je suis restée, je pense, 15 jours chez moi à faire que ça quasiment, ou à pas trop me rendre compte, à aller bosser quand même et à me dire mais qu'est-ce que tu fais là? C'est n'importe quoi, pourquoi tu bosses? Alors que voilà, c'était un peu comme ça. Et après, tu as fait quoi du coup? Bah après, au bout de 15 jours, moi, où j'ai quand même pas mal pleuré chez moi, je me suis un moment un peu bougé Voilà, je me suis un peu bougée parce qu'un jour, je me suis rendu compte que je pleurais quand même devant une émission de télé-réalité parce que j'étais trop émue. Et là, je peux te dire que je me suis dit, oula, t'es tombé bas parce que c'était vraiment un truc super naze. Voilà, j'étais émue d'un mec qui faisait du tuning, ce qui me ressemble pas du tout. Et du coup, là, je me suis dit, bon, stop, va falloir sortir quand même, va falloir faire quelque chose parce que sinon, tu peux pas rester comme ça toute ta vie. J'avais 27 ans, et non, c'est pas possible, quoi. Donc, ce que j'ai fait, moi, je suis allée voir mon ostéo. J'arrivais plus à respirer, j'étais complètement bloquée. Donc, je suis allée voir mon ostéo en lui disant, voilà, aidez-moi à respirer. Après, j'ai été faire des exercices du souffle et de la voix, justement, pour réapprendre à respirer et à pouvoir réussir à exprimer toute l'angoisse que j'avais à ce moment-là. Un peu comme ça que je me suis repris après le diagnostic, hein. Voilà. Et toi, tu as fait comment, du coup?
Bah, moi, c'est ce que je te disais avant, hein. Je pense qu'au début, je ne m'en rendais pas compte. Et en fait, je me suis rendu compte de l'impact qu'allait avoir la maladie dans ma vie, je pense vers la majorité, ouais, vers 17-18 ans. Et en fait, je pense que j'ai à ce moment-là remis un petit peu toute ma vie et tous mes projets de vie en question. Surtout qu'à l'époque, en fait, je faisais du basket en championnat de France et ça devenait très compliqué avec mes troubles de la coordination. Enfin, voilà, sur le terrain, enfin, tout le monde avait l'impression que voilà, j'étais sous. Enfin, ça n'avait aucun sens. Et du coup, ouais, j'ai commencé à vraiment remettre en question tous mes projets. Je rêvais à l'époque hein, d'être militaire. En fait, je rêvais de rentrer ouais, dans la gendarmerie ou vraiment dans la marine. Et, euh, et en fait, j'ai tout remis en question. Et un jour, je me suis dit, maintenant, stop, tu as assez pleuré, tu as assez été, un petit peu comme toi, hein, à pleurer devant des reportages, un peu à me morfondre et tout. Et du coup, j'ai décidé, je me suis dit, allez, prends-toi en main. J'ai décidé, en fait, grâce à mon réseau en Alsace, le réseau Alsacep, de bénéficier d'un suivi psychologique. Mon neurologue m'a conseillé de faire de l'hypnose pour gérer mon stress, un petit peu mieux appréhender la maladie, être plus sereine face à la maladie. Et j'ai surtout compris que bah voilà, elle allait être là pour toute ma vie. Enfin, j'espère qu'un jour on pourra en guérir, mais que j'allais me coltiner la sclérose en plaques pour une bonne partie de ma vie. Et du coup, je me suis dit, allez, maintenant, le traitement de fond, il faut que je l'accepte. Et en fait, je pense que c'est à partir de là que j'ai compris qu'il fallait que je bosse vraiment avec mon neurologue, vraiment en partenariat, quoi. Ouais. Donc voilà. T'as parlé de réseau, moi j'ai oublié de te le dire, mais effectivement, je suis aussi allée voir un réseau. Et c'est vrai que là, moi j'ai pu avoir plein d'infos. Bon, au début, un peu trop même, en me disant, waouh, je piche pas tout, c'est trop, enfin, je comprenais pas tout, mais effectivement, ouais, j'ai pu avoir plein d'infos. Et c'est comme ça aussi que je suis allée vers un traitement en me disant, bon, il faut se bouger, on va y aller. Tu Ouais. vas te renseigner, tu vas savoir ce que ça fait, comment ça marche, qu'est-ce qui est possible. Est-ce qu'on peut voir un psychologue? Est-ce que je peux faire de la sophrologie? Est-ce que je peux refaire du sport? Est-ce que je peux faire du voyage? Est-ce que je peux continuer de sortir avec mes amis? Enfin voilà, c'était un peu le panel de questions aussi auxquelles ils ont pu répondre aussi, quoi. Mais du coup, ça rejoint un peu la deuxième euh, question de l'interview. Est-ce que vous vous sentez actrice de votre vie avec la maladie? Mais est-ce que c'est grâce à l'information, du coup, que tu t'es senti acteur de ton parcours ou... Ouais, moi un peu. C'est vrai qu'avec du coup toute l'info que j'ai été pêcher au réseau et que j'ai été pêcher pas que au réseau, hein, on va pas se mentir. Je crois que j'ai fait comme tout le monde. Je suis allée sur Internet, j'ai essayé de chercher. Après, effectivement, il m'avait donné une petite plaquette pas mal avec des liens fiables sur Internet. Mais ouais, je pense qu'avec toute l'information que j'avais, j'ai pu me sentir un peu plus maître de mes décisions du coup et faire un choix éclairé. Et je pense que c'est ça Ouais. qui m'a aidé aussi de me dire je peux faire un choix et c'est moi qui choisis en fait. Voilà, je me rappelle, on m'avait proposé quasiment tous les traitements. Au départ, je me suis dit, mais vous êtes dingue, vous me proposez 10 trucs. Et en fait, c'est en ayant toute l'information, comment ça marche, à quoi ça sert, comment ça se prend et tout ça, que je me suis dit, OK, celui-là, oui, celui-là, non, celui-là, réfléchir, etc. Et toi, du coup? J'aime bien le terme que tu utilises pour dire un choix éclairé. Moi, je pense que c'est un petit peu le même cheminement, hein. C'est quand, je te disais avant, hein, vers la majorité, que j'ai compris qu'il fallait que je me prenne en main. J'ai décidé de m'informer parce que je m'étais rendu compte en fait que je ne connaissais pas du tout ma maladie, que je prenais un traitement de fond, mais que finalement je le subissais parce que à l'époque, comme je te l'avais dit, je me laissais porter par mon équipe thérapeutique. Et à la majorité, je me suis dit, mais en fait, il faudrait peut-être que je comprenne ce que je prends, en quoi consiste mon traitement de fond, et vraiment, réellement, qu'est-ce que c'est que la sclérose en plaques? Parce que je pense qu'avant ça, j'avais une idée vague. Et, euh, et comme toi, c'est vraiment grâce à l'information, je suis allée chercher, pareil, hein, auprès de mon réseau, mais j'ai aussi décidé d'aller voir des associations de patients et c'est vraiment ça qui m'a aidée, quoi. De chercher de l'information dans des sources fiables et surtout auprès de mon équipe thérapeutique, quoi. Et c'est ce qui m'a permis de faire des choix éclairés pour mon traitement et pour ma prise en charge et toujours en collaboration avec mon neurologue et toute mon équipe soignante, quoi. Et il y a des choses, toi, à ce moment-là, du coup, où tu t'es sentie actrice de ta vie, par exemple tes études, ton travail, ou tes amis, ta famille, tout ça. T'as fait comment, Effectivement. en fait? En fait, encore une fois, je le redis, mais c'est à la majorité, je me suis dit, bon, allez, maintenant,
tu vas pas. Il y avait, je me souviens, au lycée, quand à un moment je passais mon bac, tout le monde me disait oh, ça va être dur avec ta sclérose en plaques, mon Dieu. Mes profs me disaient je te conseille de faire ça, fais ces études-là, fais ces études-là. Et en fait, je les écoutais. Je prenais leurs conseils parce que c'était pas. Voilà, et en fait, c'était bienveillant. Mais finalement, je me suis dit, mais non, en fait, je prends leurs conseils, mais c'est moi qui vais choisir. C'est mon choix. Encore une fois, un choix éclairé aussi en tenant compte des avis des professionnels de santé. Mais voilà, j'ai décidé. Alors, j'ai laissé un petit peu tomber mon rêve d'être militaire parce que je ne m'en sentais pas capable. Personne ne m'a dit que ce serait impossible, mais je ne m'en sentais pas capable. Mais j'ai décidé de faire une licence de psychologie parce que c'était un petit peu mon deuxième choix. Et pareil, tout le monde me disait, oh, la fac, ça va être compliqué avec tes troubles cognitifs, tes troubles de la concentration. Et en fait, j'ai tenu compte de tous ces conseils, mais je me suis dit, eh ben non, c'est moi qui vais être actrice de ma vie avec la maladie, et c'est mon choix. Mais encore une fois, toujours en tenant compte de tous les conseils, quoi. Et toi, du coup, par rapport à ton travail, à quel moment tu t'es sentie actrice? Alors moi, c'était un peu bizarre, c'est que j'ai fait des études à la base orientées un peu santé et j'ai arrêté. J'avais pas encore la CEP, j'ai arrêté parce que je me sentais pas du tout légitime de faire ça en me disant, mais t'es qui pour aller là-dedans, toi? Tu connais que dalle à la santé parce que j'avais fait une fac de sociologie, rien à voir. Je me disais, mais t'es qui? Bon, j'arrête mon master, je bosse, mais dans un taf, rien à voir, mon job étudiant. Et là, quelques années après, j'ai une sclérose en plaques. Et là, tu te dis, eh ben merde, en fait. Elle est là, ta légitimité pour aller faire ton master en santé. Toi, tu vas pouvoir peut-être aider les patients, en fait, parce que tu le vis. Et donc, c'est comme ça que voilà, je me suis dit, mais attends, là, tu as un truc à faire finalement. Est-ce que c'est pas un retournement de la vie à ce moment-là qui te dit, tiens, je te donne ton coup de pouce, tu seras doué là-dedans, vas-y. Voilà, moi, c'est un peu comme ça. Après, moi, ce qui m'a permis aussi de reprendre les choses en main, c'est de pouvoir en parler, en fait. D'en parler et d'expliquer. En fait, quand j'expliquais aux autres ce qui se passait et ce que c'était que la sclérose en plaques, je pense que je me la réexpliquais à moi tout le temps et je réussissais à me dire dans ma tête, t'as la sclérose en plaques, en vrai, en fait. Enfin, et du coup, même avec les questions de mes proches ou quoi, des fois qu'ils me posaient des questions, puis t'es là, ah merde, j'ai pas l'info. Bon, allez, j'y retourne, je veux me renseigner, je veux avoir l'info. Ben voilà, c'est un peu ça aussi qui fait que tu sais, tu te prends en main à ce moment-là pour te dire, voilà, je vais, je vais pas laisser la vie me passer sous le nez, c'est moi qui vais la prendre et je vais me bouger. Après, enfin voilà, j'en ai parlé. Il y a des gens qui ont accepté, il y a des gens qui n'ont pas envie d'en parler. Ça fait peur aux gens. Effectivement, je pense que, je sais pas si tu as vécu ça toi, mais moi, c'est vrai que j'ai des amis qui ont pris peur finalement et qui ont un peu, voilà, que ce soit un peu éloignés. Après, moi, je crois qu'à un moment, je me suis dit, ben, peut-être que vous ne me méritez pas dans ces cas-là. C'est peut-être pas des vrais amis dans ces cas-là. Il faut peut-être aller chercher d'autres personnes ailleurs et garder ceux qui sont vraiment proches de nous, les quelques-uns qu'on peut compter sur les doigts de la main qui seront toujours là. Ouais, Et je suis d'accord après, avec toi. moi, je crois que ça a été aussi un grand basculement de pouvoir reprendre ma vie en main. C'est que la CEP m'a fait me rendre compte que j'avais qu'une vie et que je n'étais pas capable de passer à côté des choses voilà, mon rêve, c'était de voyager. Je m'étais dit, bah, tu peux pas passer à côté de ça, en fait. Tu peux pas faire autrement. Il va falloir que tu le fasses. Et à l'époque, bah, j'avais un conjoint qui n'avait pas du tout envie d'aller avoir ces mêmes choses. Et en fait, je crois que ça a été un déclic pour moi de me dire, on peut faire des compromis, mais tu peux pas faire des concessions sur tes rêves de vie. Et c'est comme ça que bah, j'ai changé de vie, en fait, que j'ai changé de vie du tout au tout quasiment. Et effectivement, ouais, je pense que le mot actrice, il est bien choisi. C'est que ça y est, Ouais, je suis d'accord avec je, toi. je suis l'actrice de mon propre film qui est ma vie, quoi. C'est ça. Et tu vois, Et moi, je pense aussi que le moment où je suis vraiment devenue actrice de ma vie avec la maladie, c'est aussi le moment où on en parlait avant, hein, par rapport à l'information, où j'étais, comme tu disais, toi, le fait de l'expliquer à tes proches et tout, moi, pareil, il y avait des moments où j'étais incapable, quoi, d'expliquer dans les détails mon traitement de fond. Et en fait, je pense que je me suis vraiment sentie actrice le jour où j'étais vraiment experte de ma CEP. Alors là, j'insiste pas de la CEP en général, mais vraiment de euh, masque aux en plaques, quoi. Et en fait, c'est ce jour-là que je me suis dit, ça y est, je peux gérer, je peux être autonome parce que je la gère, même s'il y a toujours des hauts et des bas, hein, que ça n'a pas été un cheminement, voilà, ça a été un peu des montagnes russes.
aujourd'hui, je pense être vraiment actrice de ma maladie, quoi. On peut peut-être passer à la prochaine. Avez-vous, enfin, Marie, si tu veux la lire, vas-y, hein. Oui, oui. Bah, du coup, avez-vous fait d'autres choses pour vous sentir actrice de la maladie? Donc, au-delà de Ouais. choisir tes études et tout, est-ce que tu as fait un autre truc, toi? Est-ce que tu... Ben, alors, il y a quand même une chose qui nous rassemble toutes les deux, c'est la formation patient expert. Alors, on peut peut-être dire ce que c'est un patient expert. Si tu veux donner la définition, Marie, Du vas-y. patient expert? Ouais. En fait, les patients experts, on est des malades formés, mais pas pour être expert de la sclérose en plaques, parce que Ouais. bah, on ne sera jamais médecin, hein, on ne remplacera jamais un neurologue et un médecin. Nous, on est plutôt experts d'aller faire, entre guillemets, du lobbying pour notre association et pour la parole des patients, en fait. Donc, on va pas mal aller discuter avec des instances de santé, avec des instances politiques, pour aller défendre un peu la parole des patients et nous faire entendre en tant que personnes malades chroniques vivant tous les jours et travaillant et ayant des vies amoureuses, sociales, etc. Mais aussi, on nous a formés quand même, dans un certain sens, à faire pas mal d'actions, bah, comme cette journée mondiale aujourd'hui qu'on a aidé à créer, mais aussi plein de gens dans toute la région de France qui organisent des cafés pour que des cafés rencontrent des personnes avec la CEP, qui font des levées de fonds, qui essaient de sensibiliser Ouais. voilà, qui essaie de sensibiliser à la sclérose en plaques le grand public, parce que c'est vrai que ce n'est pas encore très, très connu finalement. Et on parle beaucoup de Parkinson et d'Alzheimer, mais la sclérose en plaques, on est rarement sur le devant de la scène. Donc voilà, il y a beaucoup de gens qui font ça. Et puis on en a d'autres aussi qui se lancent des défis plus fous les uns que les autres, que ce soit sportif ou même comédienne, humoriste, voilà. Mm. Donc, Effectivement. Bah, tu as donné la définition exacte que j'avais, mais moi, j'aime bien l'idée que le patient expert, c'est vraiment le porte-parole, hein, vraiment pour défendre les droits des patients et que ce soit auprès, ça peut être auprès des instances, hein, que ce soit les agences régionales de santé, mais auprès des réseaux en région. Enfin voilà, c'est vraiment cette idée de porte-parole et qui permet de sensibiliser parce que malheureusement, la sclérose en plaques est encore trop peu connue et surtout mal connue, quoi. Parce que ouais, bah, du coup, j'allais te demander, mais je vais peut-être répondre du coup à la question parce que je voulais te demander pourquoi tu es devenue patiente experte. Et moi, enfin, honnêtement, je pense que j'ai décidé de me former pour être patiente experte parce que je voulais vraiment améliorer la prise en charge des patients sur tout le territoire, hein, pour que de n'importe quelle région, les patients aient accès aux mêmes droits, à la même prise en charge. Ça, c'était vraiment mon premier objectif. Et ensuite, aussi parce que je me souviens pendant mes études, je me souviens un de mes profs, je ne vais pas le citer, hein, mais j'en ai longuement parlé avec lui, un prof de psycho en plus, hein, donc un psychologue très connu à Strasbourg, et qui m'avait dit, oui, mais je ne comprends pas, hein, Madame Andrès, avec une sclérose en plaques, on ne se lance pas dans un bac+5, quoi. C'est pas possible. Je veux dire, il y a quand même un handicap fort et puis le fauteuil arrive vite. Et en fait, là, je me suis dit, ah ouais, donc il n'y connaît rien, il comprend rien. Et c'est pour ça que j'ai voulu aussi être patient expert parce que je voulais vraiment sensibiliser le grand public. Et en fait, moi, c'était aussi une de mes priorités parce qu'aujourd'hui, la CEP est encore trop mal perçue, quoi. Il y a toujours cette image de fauteuil roulant où voilà, des patients diminués qui peuvent rien faire alors que c'est pas du tout ça, quoi. Et toi, et Marie, du puis, coup, pourquoi tu as bah, voulu être j'allais patiente experte? Alors moi, je t'avoue que, bon, je vais paraître peut-être un peu plus ovni à côté de toi, mon engagement était quand même moindre à l'époque. Moi, je me suis rapprochée de mon réseau et en fait, voilà, c'est mon père qui m'avait parlé des patients experts. Et je me dis, tiens, donc je me suis pointée au réseau, je leur ai dit, mais c'est quoi un patient expert? À quoi ça sert, etc. Et à l'époque, moi, je faisais des études en éducation pour la santé, tu vois, éducation thérapeutique du patient. Donc j'avais un petit peu un pied dans ce que c'était que le parcours de soins, etc. Et là, du coup, la personne, l'infirmière du réseau m'a dit, ben, super, on cherche un patient expert pour travailler avec nous, on vous envoie là-bas. Donc finalement, je me retrouve parachutée presque sans savoir, mais en me disant, cool, trop bien, je vais, voilà. Et moi, au fur et à mesure, je crois que j'ai fait grandir en fait l'engagement que j'avais en étant patiente experte. Au fur et à mesure, c'est en rencontrant d'autres patients, en me rendant compte de la diversité des parcours et de la diversité de la prise en soin finalement. Je Ouais. me suis dit, mais c'est pas possible en fait, d'une région à l'autre, on vit pas du tout la même chose.
d'un âge à un autre, même d'une ville à l'autre. Ouais, effectivement. Tu te dis waouh. Et c'est là où tu te dis, mais en fait, il y a vraiment un truc à faire parce que c'est pas possible que certaines maladies, ça se passe plutôt, enfin, facilement, tout le monde connaît, que nous, ça se connaisse pas, que voilà. Donc c'était vraiment ça. À un moment, je me suis dit non, mais on va faire connaître ce truc-là, enfin, on va faire connaître cette maladie, on va faire en sorte que on en parle et on va faire en sorte que après moi ça, voilà, mon engagement est allé carrément plus loin, c'est que j'en ai fait mon C'est ça. métier. J'en ai fait mon métier vu que maintenant je travaille avec des professionnels de santé et des patients pour améliorer le parcours de soins en général et je travaille pour favoriser le partenariat patient. Donc, je ne sais pas, c'est peut-être un gros mot quand je dis ça, partenariat patient. Mais en fait, d'améliorer la coopération en fait, entre des patients et des professionnels parce que j'estime qu'on a tous des compétences différentes. Voilà. Mon neurologue a des compétences effectivement techniques, médicales pour savoir comment ma maladie fonctionne. Moi, j'ai des compétences pour savoir comment on fait pour vivre avec cette maladie, en fait. Voilà, avec ma maladie en tout cas. Après, je pense que comme toi, on s'est un peu enrichi de l'expérience des autres. Moi, c'est aussi Ouais, l'expérience des autres qui m'a fait exact. grandir et qui fait que parler que de moi, ça n'aurait pas de sens, en fait. C'est tous les gens qui m'ont enrichi de leur expérience qui a fait que, ouais, c'est là que ça donne du sens et c'est là où tu peux te dire, bah voilà, en fait, on est 115 000 à vous dire que ça ne fonctionne pas, que vous pouvez nous parler comme des êtres humains, vous pouvez travailler avec nous parce qu'on sait comment ça marche. Ben voilà, c'est un peu mon combat maintenant que j'ai fait. Mais il me semble que toi aussi, tu es allé dans un métier comme le mien, non? Effectivement, alors moi, c'est ce que je vous disais avant, hein. J'ai entamé une licence de psychologie et après ma licence de psychologie, j'ai fait ma formation patient expert et je me suis beaucoup questionnée. Et en fait, j'ai fait un master en sciences de l'éducation et qui était vraiment orienté pour monter des projets d'éducation à la santé. Et aujourd'hui, je travaille dans une start-up, donc une petite entreprise qui s'appelle Okedoc. Et en fait, on développe une solution numérique pour les patients atteints de maladies chroniques, dont la sclérose en plaques. Et en fait, c'est une solution qui permet aux patients d'avoir des réponses à leurs questions via ce qu'on appelle un chatbot. Donc, c'est un robot qui répond à des questions générales sur la maladie. Et aussi, on a un module avec des cours en ligne, donc des petits cours interactifs, ludiques, avec des jeux, des questionnaires pour se tester sur qu'est-ce qu'une poussée, qu'est-ce que la sclérose en plaques. Et voilà, et du coup, en plus, je peux vous annoncer qu'Okedoc sera bientôt disponible pour tous les patients en France d'ici quelques mois. Mais c'est vrai que je pense que Marie, alors on ne fait pas le même métier, hein, mais on a quand même orienté nos parcours quand même dans le monde de la santé, alors que moi, en y réfléchissant, alors c'est peut-être difficile ce que je vais dire, hein, mais je pense que c'est quand même grâce à la maladie. Et si j'avais pas eu si j'avais pas été diagnostiquée jeune de la sclérose en plaques, j'aurais pas du tout eu ce parcours. Et, euh, et c'est vrai qu'aujourd'hui, je le dis haut et fort, je me sens vraiment actrice totalement de ma maladie parce que vraiment, je la comprends. Et voilà, aujourd'hui, on a orienté nos parcours professionnels vers le monde de la santé. Mais voilà, moi, je pars du principe que quand on comprend ce que l'on a grâce à l'information, à la formation des patients, on peut mieux vivre avec ou même ou agir en conséquence, quoi. Je sais pas ce que tu en Au penses, moins, toi, mais mais oui, oui, mais au moins comprendre pourquoi ça se passe comme ouais, ça et pourquoi. Même si des fois ça nous dépasse, hein, on va pas se c'est mentir, sûr, toi comme moi, je pense qu'on a déjà fait des c'est poussées clair. où Oui, on se dit mais pourquoi maintenant? mais c'est Voilà. ça, c'est Pourquoi ça, tout à maintenant? fait. Pourquoi cet endroit-là? Pourquoi? Même si ça nous dépasse parfois et que c'est bon, bah, c'est pas de bol ce jour-là. Mais je pense que ça aide aussi de se dire, voilà, de vraiment comprendre et d'oser poser. Moi, oser poser des questions aussi aux soignants et Exact, sans, ouais. sans problème, ça m'a aidé aussi et de leur dire, bon là, vous me parlez d'un truc, mais j'ai pas pigé quoi. Ouais, mais tu as totalement raison. Parce qu'au début, Vous me moi, je parlez en n'osais pas. chinois. Moi, j'osais pas leur poser des questions. J'écoutais. Et jusqu'au jour où j'ai dit à mon neurologue, mais attendez, là, je comprends rien. Vous pouvez m'expliquer clairement, quoi. Et c'est vrai que ça aussi, ça a aidé. Mais tu vois, là, je pense que enfin, c'est vraiment du partenariat avec nos soignants, quoi. Leur expliquer C'est ça. nous, on ne comprend pas ce qu'ils nous expliquent.
Et voilà, et vraiment, comme tu disais, hein, il y a eu des hauts et des bas, il y en aura toujours. Hein, voilà, hein, c'est pas comme on disait avant, hein, c'est un peu les montagnes russes, hein, il y a des hauts et des bas. Mais moi, ce qui m'a vraiment aidé, c'était de comprendre ce qui était une poussée, mes symptômes. Ça m'a permis un petit peu d'anticiper. Et en fait, je savais ce qu'il fallait que je fasse au cas où, voilà, s'il y avait une poussée, comme tu disais avant, les voyages, je n'osais plus partir en vacances parce que je me faisais des auto-injections. Et je me disais, mais comment je vais faire à l'autre bout de la planète? Je m'interdisais beaucoup de choses, quoi. Et je pense que tout le monde, finalement, tout le monde peut être acteur. Il n'y a pas de... En fait, on n'a pas besoin de faire des choses extraordinaires. Juste le fait de gérer son traitement, en fait, c'est juste ça, être acteur, quoi. Enfin, pour moi, c'est vraiment ça. Oui. Ah, moi, je vais même au-delà. Moi, pour moi, être acteur, c'est au moins avoir un choix éclairé, que je prenne Exactement. un traitement ou non, que je décide de Ouais. faire tel métier ou non, que Ouais, t'as je raison. décide de consulter un tel ou non. Enfin, voilà, c'est vraiment... Ouais. Est-ce que moi, je considère que actuellement, je pense avoir les infos dont j'ai besoin Ouais. pour faire un choix qui me semble bon pour moi. Et je pense qu'à partir du moment où on est capable de... C'est là, en fait, où on se dit, ça y est, je me prends en main. Après, ça peut être sur des tout petits trucs, hein. C'est Tu ça, oui. parlais de voyage. Moi, je sais que un des petits trucs, c'est de me dire, bon, tu veux partir en voyage, donc t'en parles avec les gens avec qui tu pars en voyage, et ça va le faire, et tu pars avec tes seringues, Ouais. et voilà. Et juste ce petit voyage, j'avais fait une petite rando de 3 jours, c'est rien, mais avec 3 seringues dans ton sac à dos, si c'était énorme. Ouais, Et exactement. du Ouais. coup, juste des tout petits trucs où je me suis là sentie, mais ça y est, c'est moi qui ai choisi de marcher, c'est moi qui peux le Ouais. faire, même si j'étais pété de trouille à l'idée de le faire, hein, on va pas se mentir. J'avais des seringues, j'avais peur d'être fatiguée, d'être le boulet de la bande. Enfin, Ouais. non, non, mais non, tu le fais, quoi. Donc, c'est ça aussi. Et je pense que, comme tu dis, il y a plein de façons d'être acteur, mais à une toute petite échelle, juste pour soi. Après, on peut aller à une autre échelle, finalement, pour aller se dire, est-ce que ben, je vais être acteur, je vais décider mon parcours de soins, enfin, je vais décider. Je vais au moins euh, prendre les conseils et pouvoir m'orienter de manière éclairée dans ce qu'on me Mm. propose. Et après, nous, bah, je pense que là, on s'est engagé finalement. On s'est engagé après et c'est un peu notre engagement qui nous a fait aussi nous rendre actrices. Ouais, je suis totalement d'accord avec toi. Mais c'est vrai que pour vous tous qui nous écoutez, enfin, Marie et moi, finalement, nous ne sommes que des exemples. Hein. Et on peut vraiment être acteur à tous les niveaux. Hein. Et il n'y a pas de petite façon. Enfin, là, c'est comme l'expliquait Marie. Hein, enfin, vraiment, je pense que tout le monde peut vraiment être acteur de sa maladie et de son parcours, quoi. Ouais. Ce que je te propose, Marine, je vois, il y a plein de questions. C'est Effectivement. que il nous reste un petit quart d'heure et du coup, je me dis si on peut échanger avec vous et puis Ouais. répondre à vos questions, justement. Donc, bon, on va essayer de les prendre dans l'ordre si ça ne vous embête pas. Donc, on essaiera de toutes les faire, mais on va essayer de les prendre dans l'ordre. Du coup, il y a Julien, justement, qui nous demande, quand on parle de choix de traitement, quel choix il y a réellement, parce qu'il vient d'être diagnostiqué et qu'il va débuter l'Obagio, mais il ne voit pas encore quel choix il pourrait avoir, en fait, dans son traitement. Tu aurais une réponse à ça? Attends, tu vois où là? Ah oui, ok. Dans les Non, ouais, questions-réponses. effectivement. Attends, je relis juste quand vous parlez du choix de traitement, quel choix y a-t-il? Je viens d'être diagnostiquée, je vais débuter l'Obadjo, mais je ne vois pas encore quel choix je pourrais avoir. Alors là, je pense que du coup, Julien, bon, on va se tutoyer, hein, ça va être plus simple. Julien, donc oui, je pense que ton neurologue, bah, du coup, a dû te proposer l'Obadjo parce que lui a dû, voilà, juger que c'était Pas le plus les adapté. adapté pour toi. Mais finalement, je pense que moi, c'était un peu le même cas que toi. Hein. Au début de ma maladie, il m'a proposé qu'un seul traitement. Donc, je n'ai pas eu vraiment de choix. Mais avec le recul, je me dis, bah si, j'avais peut-être le choix de lui dire, bah attendez, j'ai plein de questions. Euh, pourquoi vous me proposez qu'un seul traitement? Et je pense que c'est ça. C'est que effectivement, parfois, il y a des... Enfin, voilà, hein, les médecins, eux, sont experts de la sclérose en plaques scientifiquement. Et donc, ils peuvent juger qu'il n'y a qu'un seul traitement adapté à votre maladie, mais ça ne vous empêche pas de poser des questions sur les effets secondaires. Et moi, ce que je vous disais avant, je me suis laissée porter et je regrette à l'époque d'avoir juste dit, OK, on prend ce traitement et je n'ai pas posé de questions. Et je regrette parce que après, je me suis rendu compte que bah voilà, il y avait des choses qui ne me convenaient pas avec ce traitement. Et moi, ce que je vous encourage à faire, c'est faut parler avec votre neurologue, quoi.
Vraiment, il y a peut-être une raison pour laquelle il vous a proposé que l'Obadjo, mais n'hésitez pas à lui poser la question. C'est Marie, je ça. sais pas. Mais j'allais répondre à peu près pareil que toi. Effectivement, moi, quand je parle de choix de traitement, c'est que mon réseau m'a présenté tous les types de traitements de première ligne au départ. Euh, bon, moi, dans ma tête, il y en a que j'ai choisi. Enfin, voilà. Au départ, je m'étais dit pas d'injection et en fait, j'ai pris des injections. Mais parce que j'avais plutôt réfléchi le truc en me disant, par exemple, il y a certains traitements où il faut les prendre le matin et le soir à la même heure. Avec un repas, je me lève jamais à la même heure et je me couche jamais à la même heure et je mange jamais à la même heure. Donc ça, pour ma vie, moi, c'est ça que j'appelle les choix aussi, c'est que pour ma vie, ça collait pas du tout avec mon mode de vie, en fait. Mhm. Euh, et en fait, après, effectivement, moi, quand on m'a proposé mon premier traitement, mon neuro m'a pas trop laissé le choix. Enfin, entre guillemets, il m'a dit, bah, tu vas prendre celui-là. Et au départ, je lui dis, bah, pourquoi? On m'en a proposé plein d'autres, etc. Et du coup, en lui posant la question, il m'a réexpliqué pourquoi il m'avait proposé celui-là, qu'effectivement, il y avait moins d'effets secondaires avec celui-là, qu'il serait peut-être plus supportable pour un premier coup, enfin, pour un premier essai de traitement, etc. Et c'est comme ça que je considère avoir eu le choix parce que je lui ai dit, oui, d'accord, vous avez raison. C'est-à-dire un petit peu. Mais voilà, essayer de comprendre pourquoi il propose celui-là et pas un autre finalement. Oui, effectivement. Ensuite, on a une question de Anne. Comment Tac. fait-on pour être patient expert? Ah, Marie, tu veux répondre? Comment on fait pour être patient expert? Alors, si vous êtes dans mon cas, vous allez voir votre réseau et ça tombe sur vous. Ouais. Mais non, plus précisément, souvent, c'est des personnes qui font déjà partie d'une association, qui se rapprochent d'une association telle que la Ligue française contre la sclérose en plaques, ou autre, hein, parce que du coup, il y a des patients, enfin, on parle de patients experts, nous, ici, mais faut savoir que dans plein d'autres pathologies, on donne des noms différents. Ça peut être patient expert, patient ressources, patient intervenant, patient, euh, je sais plus, mais enfin voilà, il y a plein de termes comme ça qui souvent se rassemblent à peu près sur la même chose. Et donc après, pour être patient expert, effectivement, nous on l'a fait au sein d'une association, du coup, qui a voulu former des patients experts bénévoles pour travailler. Et du coup, donc je réponds en même temps vu que je vois la question. Donc, c'est l'association nous, qui nous a payé la formation. Et donc, avec un organisme qui s'appelle Comment dire, nous, pour notre part. Voilà, sachant que je sais qu'il y en a d'autres, hein, il y a plein d'autres organismes. Il y a Edu Santé, il y a aussi l'Université des patients, il y a, voilà, il y a plein d'autres façons d'être en tout cas patient formé, même si je ne vais pas parler forcément d'expert parce que du coup, ce ne sera pas appelé comme ça partout, Ouais. mais au moins d'être un patient formé. Et voilà. Après, il y a différentes choses sur lesquelles vous pouvez être formé. Donc nous, c'est vrai qu'on nous a pas mal appris à aller parler finalement à des instances de santé et à savoir se vendre assez rapidement pour être un peu cash et au tac au tac. Après, il y a d'autres formations qui sont plus sur de la démocratie en santé. Il y en a d'autres qui vont plus être tournées vers l'éducation thérapeutique du patient. Voilà, il y a d'autres formations aussi qui vont être beaucoup plus sur tout ce qui va être écoute active voilà, pour rencontrer d'autres patients ou faire de l'écoute téléphonique ou des choses comme ça. Enfin, voilà, c'est très... en fait, finalement, là, on parle de patient expert, mais il y a tellement de façons de s'engager en tant que patient euh, sans avoir ce titre-là. Enfin, voilà. Et du coup, comment on fait? Ouais, je pense qu'il faut se rapprocher d'une association de patients et leur Oui, poser la question, en fait, est-ce effectivement. qu'ils forment des patients experts quand? Parce que oui, voilà. J'avais vu en même temps dans cette lignée de la formation patient expert, il y a quelqu'un qui nous a demandé combien de temps ça dure. Ah oui, oui. Parcours patient expert, voilà, combien de temps a duré cette formation? Du coup, nous, elle a été. Oh là là, tu te souviens? C'était c'était une formation sur une année, mais ça représentait 82 heures. C'était C'est ça. 4 modules, 4 ou 5 modules de 2 jours, où on était en présentiel et le reste du temps, on travaillait à distance. Mais comme disait Marie, il faut essayer de vous renseigner même en région. Hier, il y avait des ateliers sur l'éducation thérapeutique. Je crois même qu'il y en a certains que je reconnais les noms qui étaient là hier. Ceux qui voulaient vraiment intervenir dans les sessions d'éducation thérapeutique, il y a des formations dans vos régions. Vraiment, essayez de vous informer. Ça peut être auprès de la Ligue, comme disait Marie, hein, mais toutes les autres assos nationales ou régionales, parce qu'effectivement, il Et, y a beaucoup de formations aujourd'hui. On a cette et, chance.
Les réseaux aussi, les réseaux Ouais, sclérose en plaques, s'il y en a dans vos régions, vont savoir vous orienter. effectivement. Souvent, ils vont savoir. Et après, des fois, ils vont même se rapprocher des agences régionales de santé qui lancent des fois des formations pour Mm. former. Voilà. On nous demande aussi, Marine, quel temps devrait-on consacrer en tant que patient expert? Alors, nous, on ne va pas vous mentir, on y passe beaucoup de temps, mais parce qu'on le veut aussi, hein. Alors, comme disait Marie, hein, nous, on est engagé dans nos réseaux en région. Donc ça demande beaucoup de temps. On est engagé auprès de la Ligue française contre la sclérose en plaques parce qu'on est bénévole. Mais c'est vrai qu'en soi, vous pouvez consacrer le temps que vous voulez, hein. Si vous y passez 2 heures par semaine ou 20 ou 35 heures par semaine, tant mieux en fait, hein. Même si vous consacrez un peu de temps, les patients, enfin voilà, hein, si vous vous engagez le minimum, en fait, c'est super. Aujourd'hui, on a de la chance quand même que les choses bougent en France, que quand même les médecins comprennent l'importance de cette relation avec les patients, comme disait Marie, un patient ressource, patient intervenant, patient expert, peu importe. Patient Et partenaire, en patient, fait, ouais. oui, patient partenaire, ouais. Et c'est important vraiment, ce partenariat est important. Et les agences régionales de santé, pareil, comme disait Marie, ils font beaucoup d'appels à projets pour des formations, patients partenaires. Et même les hôpitaux, hein, les CHU, pareil. Il y a des formations en interne souvent, donc vraiment, renseignez-vous, même si vous vous engagez un petit peu, ça fera bouger les choses partout, donc vraiment, allez-y, quoi. Il n'y a pas de petit engagement C'est ça. finalement, hein. C'est voilà, chacun fait ce qu'il peut avec ce qu'il veut et ce qu'il aime aussi, parce que c'est ça, il ne faut pas s'engager sur un truc qu'on n'aime pas. Moi, je sais qu'il y a des gens beaucoup plus doués que moi pour aller sur la question des droits sociaux. Je leur laisse aller sur la question des droits sociaux et moi, mon dada, c'est l'éducation thérapeutique. Ouais. Je vais sur l'éducation thérapeutique, en fait. Il faut aussi savoir, parce que du coup, ça répond un peu, y a-t-il des compétences particulières recherchées? Après, finalement, oui et non. Le tout, c'est de quand on s'engage patient expert ou bénévole, hein, parce qu'il n'y a pas besoin d'être patient expert pour être engagé, travailler avec son réseau, avec ses neuros, avec les autres patients. Il n'y a pas besoin d'être patient expert, hein. On peut être bénévole, engagé sans problème. Mm. Et après, c'est chacun aussi, par rapport à vos compétences que vous avez déjà, vous avez envie d'aller où et vous avez envie de faire quoi? Voilà, c'est un peu ça Ouais. la question qu'il faut se poser, je pense. Et ouais, je suis C'est d'accord avec toi. pas essayer de se développer des compétences complètement sorties de nulle part, mais qu'est-ce que vous avez déjà et où vous avez envie d'aller avec? Moi, pour vous Euh, dire, hein, quand j'ai commencé, enfin, quand j'ai été formée patient expert, j'étais encore étudiante. Je n'avais pas confiance en moi. Je trouvais que j'avais pas de compétences. J'avais des collègues patients experts qui ont fait la formation avec moi, qui avaient beaucoup de compétences en droit du travail. Donc, ils se sont engagés là-dedans, vraiment pour défendre les droits des patients sur voilà, les questions sociales et tout ça. Et moi, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire? Je n'ai pas vraiment de compétences. Et en fait, c'est au fil du temps que j'ai découvert ce que j'aimais et dans les domaines où je voulais m'engager. Et j'ai commencé tout simplement à faire des cafés sclérose en plaques pour les patients dans ma région parce qu'il y avait beaucoup de personnes isolées. Et voilà, j'ai commencé des petits engagements comme ça. Et c'est tout doucement que j'ai commencé à faire des choses un peu plus grandes. Voilà, mais il y a, comme disait Marie, il n'y a pas de petits engagements, il n'y a pas de compétences particulières, hein. Tout, si vous, en fait, la seule compétence, c'est si vous avez envie de vous engager, bah, c'est ça la compétence, quoi. C'est ça la c'est la qualité en plus. volonté, quoi. C'est ça, Euh, exactement. on va peut-être répondre du coup aux autres questions. Ouais. Il y a une personne qui nous demande comment on gère nos troubles cognitifs avec notre travail. Alors, moi, je peux répondre, Marie, si tu veux. Vas-y. Alors, moi, je ne vais pas vous mentir, hein, c'est ce qui est le plus compliqué. Les troubles cognitifs et la fatigue au travail, c'est ce qui m'handicape le plus. Mais j'ai décidé un petit peu de me mettre en sécurité. Donc, j'ai consulté l'assistante sociale de mon réseau, hein, mais ça peut être de votre hôpital, peu importe. Et en fait, j'ai monté un dossier à la MDPH pour bénéficier de la reconnaissance qualité de travailleur handicapé. Et du coup, en fait, grâce à ça, mon employeur a eu une prime quand il m'a embauchée. J'ai un emploi du temps qui est un petit peu adapté, des horaires adaptés. Et en fait, je ne regrette pas du tout. Alors, ce n'est pas le sujet de l'atelier, mais je vous encourage à faire ces démarches parce que moi, ça m'aide énormément. Avant, dans mes anciens boulots, je ne parlais pas de ma CEP, je ne voulais faire aucune démarche. Et je le regrette parce que moi, cette RQTH m'aide. Rien qu'en adaptant mon temps de travail, ça m'aide énormément. Et je pense, alors ça c'est très personnel, mais moi j'ai décidé d'en parler à mes collègues, surtout à mes collègues proches, surtout mon collègue avec qui je travaille en binôme,
parce que mes troubles cognitifs, il y a des jours où je cherche mes mots. Et j'ai voulu lui en parler parce que je ne voulais pas qu'il l'utilise contre moi. Et en fait, aujourd'hui, on en rigole. Parfois, je lui dis, écoute, je suis désolée, je ne sais plus ce que je voulais dire. Et du coup, on en rigole, quoi. Mais donc, ouais, moi, c'est un conseil personnel. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Hein, mais moi, j'ai décidé d'en parler. Et renseignez-vous auprès des assistantes sociales aussi. Et toi, Marie, du coup Je ne suis pas toujours embêtée par les troubles cognitifs. Moi, c'est plus la fatigue. Après, moi, c'est pareil. J'ai décidé d'en parler à mon travail. J'en ai parlé à mes collègues. Ils sont au courant. Et du coup, bon. Avant, j'étais en présentiel. C'était un peu plus compliqué. Mais j'ai déjà osé leur dire j'ai besoin d'aller m'isoler 10 minutes et voilà, enfin, entre guillemets, faire une micro-sieste de mon côté et au calme. Maintenant que je suis en télétravail, j'avoue que c'est le rêve total. C'est que je peux adapter mon planning. Voilà, ouais. selon mes journées et du coup pouvoir aussi avoir une vraie pause déjeuner. C'est bête, mais une pause déjeuner sans collègue, ça permet d'aller se reposer. Voilà. Effectivement, ouais. Donc il y a des pour et des contre du télétravail, mais c'est vrai que moi, là-dessus, j'ai Ouais. trouvé ça génial. Je suis totalement d'accord avec toi. Et je vois la question de Anne qui dit et pour la fatigue. Et effectivement, moi, je te rejoins. Le télétravail, et moi, ça m'a aidé pour la fatigue. Après, tous les métiers, enfin, dans tous les métiers, on ne peut pas faire du télétravail. Mais enfin, voilà, moi, c'est vraiment la reconnaissance qu'avait le télétravailleur handicapé qui m'a aidé à faire ces aménagements du temps de travail pour mieux gérer la fatigue, quoi. Et en parler, comme dit aux collègues, quand j'ai des besoins de pause, je me prends des pauses, ils comprennent. Enfin, voilà, c'est enfin, moi, je trouve, hein, mais c'est comme dit, c'est personnel d'en parler. Alors, on va peut-être Euh, enchaîner parce qu'il y a beaucoup de Bah questions. oui, oui, il y a beaucoup de questions. Anne, elle nous demandait aussi comment les soignants ont réagi quand vous leur avez dit ce que vous vouliez décider. Moi, en fait, je ne leur ai pas dit comme ça, on ne va pas se mentir. Je ne leur ai pas dit que c'était moi qui voulais décider, etc. Mais c'est plutôt, j'ai posé énormément de questions, en fait. Et j'ai osé expliquer un peu comment je vivais, en fait, sans mentir. Parce qu'il y a un moment, vous me filez tel traitement, moi, je vais clairement vous annoncer. Mais du coup, je peux boire et fumer ou pas avec? Parce que j'adore sortir avec mes amis. Voilà, c'est pas très bien, mais je fume. Et du coup, c'est les questions. Il y a un moment, il fallait aussi que, ok, vous voulez me faire, enfin, je veux bien faire plein de choses, mais j'ai envie d'avoir ma vie à moi et je veux que ça colle. Vous me filez un traitement en seringue, par contre, je prends de l'avion avec. Ça se passe comment? Enfin voilà, c'était un peu ça. Donc je leur ai pas dit que je voulais décider, mais plutôt voilà, j'ai posé beaucoup de questions et en expliquant aussi comment j'avais envie de vivre aussi et comment vous pouvez m'aider. Moi, je sais que même récemment, j'en ai parlé à mon neurologue de mon envie de tour du monde. Voilà, en lui disant, bon, du coup, on fait comment avec le traitement? Et donc là, il m'a expliqué que, bon, à voir, quoi. Soit on saute une étape de mon traitement si tout est stable, soit on fait un partenariat avec le Canada, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, ce que vous voulez, et j'aurai mon traitement là-bas, soit pas de problème, je vous change de traitement, on en prend un plus facile, et hop. Et je me suis dit, mais c'est génial, quoi. Ouais. Donc finalement, c'est même plus, voilà, c'est même pas, ouais, je sais pas si c'est moi qui décide ou si c'est nous qui décidons finalement, mais on discute de ce que j'ai envie de faire, de ce qui est possible, et hop, voilà. Et toi, Marine? Moi, je suis d'accord avec toi. Hein, ça rejoint un peu ce que je vais dire, ce que tu as totalement dit. C'est que je ne suis pas allée voir mon neurologue et j'ai tapé des points sur la table et je lui ai dit c'est moi qui décide. Ça y est, révolution patient. Non, pas du tout. C'est effectivement, au début, je me suis laissée porter parce que voilà, j'étais jeune, je posais pas de questions, je me disais c'est lui qui a la science infuse, il connaît la CEP, effectivement, c'est un médecin. Et tout doucement, je me suis dit, mais punaise, mais oui, mais il connaît la sclérose en plaques, mais il ne connaît pas ma CEP, il ne connaît pas mes besoins, ma vie. Et comme toi, j'ai commencé à poser des questions par rapport au traitement, par rapport là, pareil, par rapport à la vaccination Covid. Il m'avait proposé de participer à une étude clinique. Je lui ai posé énormément de questions. Je ne lui ai pas dit oui tout de suite. J'ai posé énormément de questions parce que, voilà, pour moi, en fait, c'est ça, c'est que j'ai jamais dit à mon neurologue, c'est moi qui décide, mais je leur ai quand même fait comprendre que, voilà, j'osais leur dire non, quoi. S'il y a quelque chose qui ne me convenait pas, si j'avais pas envie de me faire vacciner, je pouvais dire non. Mais moi, c'est vraiment de poser des questions qui m'a aidée et aujourd'hui, ils comprennent que, voilà, qu'il y a vraiment ce partenariat. On pose des questions, quoi. Ouais, Je non, trouve que c'est super. c'est rigolo ce que tu dis. Je suis en train de me dire que finalement, est-ce que être acteur, c'est pas être agitateur et aller poser des questions? Non, mais je pense, En hein, fait, c'est ça, c'est qu'on veut toutes les informations. c'est ça. C'est pas et que c'est le choix éclairé, c'est pas dire oui les yeux fermés, quoi.
C'est ça. Après, je pense que les soignants, en général, réagissent plutôt bien si ce n'est pas des questions posées pour leur dire, ben voilà, dans le sens, je ne suis pas d'accord avec vous, vous avez tort, etc. Voilà, il faut aussi expliquer que ben, je n'ai pas compris, parce que des fois, moi, c'est tout bête, hein, j'ai juste pas compris. Ou je vais aller lui dire, ben, vous savez, là, en ce moment, il y a des trucs que je vois sur des groupes Facebook où j'ai lu un article, vous en Ouais. pensez quoi? Ça veut dire quoi? Voilà, Ah bah c'est ça totalement. aussi. Oui, Et donc, exactement, tu as raison. Tu as raison, et ouais. donc, en plus, lui, souvent, il est très content de savoir ce qui se passe autour parce qu'il se dit, Ouais, ah oui, mais du coup, ça va pas être la seule patiente qui va me poser cette question-là. c'est ça. Donc, ah oui, d'accord. Donc, vous avez vu ça? Ah oui, donc je vais vous en expliquer. Puis peut-être que je vais faire Moi, j'ai un neuro assez top qui va me dire, ah bah, peut-être qu'on va faire une petite communication avec le réseau pour expliquer à tout le monde finalement. Ouais. Que si vous Ouais. êtes la quatrième à me poser la question, c'est qu'il y a vraiment une question qui se pose, quoi. Donc vraiment, n'hésitez pas à poser des questions à votre équipe, hein. C'est même pour eux, hein. Alors après, il y a quoi? Ouais. Si vous étiez diagnostiqué aujourd'hui, quel traitement auriez-vous choisi? Que feriez-vous différemment? Alors moi, j'ai envie de enfin, je peux répondre, mais Ouais, vas-y, vas-y, Marie. je ne saurais pas quel traitement j'aurais choisi parce que concrètement, après le diagnostic, maintenant, même si j'étais diagnostiquée aujourd'hui, j'ai envie de vous dire que je garderai celui que j'ai parce qu'a priori, pour le moment, il marche, mais Mm. je ne sais Ouais, pas. Après, je pense que comment choisir un traitement, par contre, c'est moi, ma vie, c'est ça et je n'ai pas envie d'un truc contraignant par rapport à ma vie, en fait. Comme je vous disais tout à l'heure, c'est bah, avoir un truc qu'il faut manger tous les matins à la même heure. C'est pas possible. Je me réveille jamais tous les matins à la même heure et ma vie, enfin voilà, je me réveillerai pas le week-end à 8 heures du matin comme quand je bosse parce que j'ai un traitement en fait. C'est un peu ça l'idée, moi. C'est plutôt de me dire, est-ce qu'il est adapté à ma vie et est-ce que je peux l'adapter à ma vie ouais, et pas l'inverse. ouais. Voilà. Est-ce que ça va être une contrainte ou pas, cette façon de prendre le traitement? Parce qu'après, moi, quand je dis façon, c'est que ce soit en injection, en perfusion, en cachet, enfin, il y a plein de sortes. Moi, c'est plus ça. C'est quoi la contrainte de ce traitement-là? Est-ce que ça me convient ou pas? Est-ce que je suis prête à faire ce choix-là ou pas? Si ça ne me convient pas du tout par rapport à ma vie, bah, celui-là, il n'est peut-être pas fait pour moi. Et de toute façon, je me dis que si je considère qu'il n'est pas fait pour moi, ça marchera moins bien pour moi. Mais Mm. voilà. Ouais, mais c'est vrai, tu as raison. Mais moi, je pense quand même que si aujourd'hui j'étais diagnostiquée, enfin même aujourd'hui après 14 ans, hein, aujourd'hui mon traitement me convient, mais je pense que je n'irai pas voir mon neurologue et je lui dirai, je veux ce traitement. Je pense que encore une fois, en partenariat, j'en parlerai avec lui. Je lui laisserai lui juger en fonction de ce qu'il voit cliniquement de ma maladie, des IRM. En fait, ce qu'il juge le plus adapté. Et ensuite, peut-être que j'en parlerai, comme tu dis, en fonction de ma vie, de ce que je ne veux pas, de mes besoins. Mais je pense que c'est quand même, enfin voilà, moi je pars du principe, c'est quand même le neurologue, voilà, le savant scientifique, et, et nous, les savants de notre vie, quoi. Donc je pense que c'est vraiment le Ça, partenariat. Mais j'irai pas voir mon neurologue en lui disant, je veux ce traitement, point final. Ouais, bah non. c'est vraiment ouais, en partenariat, quoi. Et donc, je pense que je ne ferai pas différemment finalement parce que du coup, ça m'a aussi fait grandir de... Ouais, et j'ai appris plein de choses. Au début, voilà, je l'ai laissé faire avec les traitements. C'est lui qui... Moi, je disais rien. Je n'osais même pas lui dire que j'avais des effets secondaires. Et avec le recul, je me dis, bah, je ne ferai peut-être pas différemment parce que ça m'a appris beaucoup de choses, quoi. Ensuite, on a quoi? Alors, comment faire pour connaître les patients qui ont la CEP dans sa ville ou dans son département? Je souffre de la CEP et j'aimerais rencontrer des personnes souffrant de la même pathologie, mais je ne sais pas par où et par quoi commencer. Euh, Alors déjà, sur le site de la Ligue française contre la Ouais, sclérose en plaques, vous avez une carte avec où se situent les patients experts en France. oui. Donc, Et les vous correspondants pouvez... à la Ligue, Et les correspondants aussi. En fait, ouais. ouais, la plupart des bénévoles Les bénévoles, ouais. de la Ligue. Après, je pense que vous pouvez aussi les contacter, hein. Ils vont vous dire selon votre région ce qu'il y a dans votre région. Après, si je ne dis pas de bêtises, euh, sur CEP Avenir aussi, il y a une espèce de carte comme ça où les gens se sont mis eux-mêmes pour dire où ils étaient en France. Après aussi, les réseaux sociaux, hein, Oui, totalement. finalement, je ne sais pas si vous êtes déjà allé sur les réseaux sociaux, Facebook ou quoi, et dans des groupes, ça se fait aussi de dire bonjour, je viens d'ici, est-ce qu'il y a des gens qui seraient partants pour... voilà. Après, voilà, dans la mesure où on ne sait pas la région, il y aura peut-être, enfin, c'est peut-être pas le sujet de savoir d'où vous venez, mais c'est Mm. peut-être selon votre région,
peut-être plutôt en privé, on pourra vous répondre de qu'est-ce qui se passe par là-bas et qu'il y a une association régionale, est-ce qu'il y a des correspondants bénévoles, est-ce qu'il y a des cafés CEP qui sont organisés, est-ce que, voilà, selon les régions, c'est très disparate. Moi, je sais que dans la mienne, c'est même pas la Ligue qui organise, c'est une autre association régionale qui a fait des apéros. Bon, on va pas se mentir, avec le Covid, ça a été compliqué, mais aussi, il y a pas mal de choses qui se passent en visio en ce moment. Oui, Pour les totalement. cafés CEP, les kawa CEP, il y en a qui se font en visio et du coup, qui sont plus ou moins nationales. Mais Christine, alors Marie, peut-être toi aussi, si tu veux, je vous propose, même à tout le monde, hein, je vous mets mon adresse mail et peut-être Marie aussi, si vous voulez Ouais. échanger. Et du coup, Christine, nous envoyer un mail. Peut-être que nous, on peut vous aider via la Ligue ou l'association C'est pas venir à trouver vraiment dans votre région voilà, une association locale ou des correspondants de la Ligue ou des patients experts. Et même pour tout le monde, hein, n'hésitez pas à nous écrire. Si besoin. Alors, je vois qu'on n'est pas du tout dans les temps. Et moi, je suis ancienne, hein, je viens de Strasbourg et on aime être dans les temps. Mais du coup, on a. Alors, oui, je vois Julien qui met quelle source d'information recommanderiez-vous? Alors, c'est une question parfaite parce que Marie va Exactement. vous transmettre dans le chat un fichier PDF à télécharger où dessus, vous allez voir toutes les sources utiles concernant. Marie, vas-y, si tu veux dire un mot. Toutes, j'aurais pas dit Ouais, toutes. J'ai fait une celle qu'on a petite liste choisie. de sites des associations de la CEP. Hop, je vous mets le lien là. Donc en fait, quand vous cliquez sur le lien, vous allez voir, c'est un bouton bleu, je crois. Je vais recliquer dessus pour voir. Ouais, vous avez un gros bouton bleu avec écrit Download. Et quand vous appuyez dessus, ça va. Bon, il y a une pub qui s'affiche, vous la fermez, mais ça enregistre le fichier idée de ressources et idée de liens sur votre ordinateur dans vos téléchargements. Je ne sais pas pourquoi on ne voit pas en tant que participant. Et du coup, je vous ai fait une liste, mais vraiment non exhaustive, hein, de quelques associations, de quelques sites sympathiques à aller voir. Donc, Lumière sur la CEP, Box sur la CEP, CEP Ensemble, la chaîne de radio CEP On Air, CEP Mes Droits pour tout ce qui est droit, MapPato, qui est une cartographie alimentée par des patients pour des patients de médecins spécialisés dans certaines pathologies. Je vous ai mis quelques Instagrammeurs sympas à suivre pour ceux qui ont Instagram. Voilà, c'est vraiment non exhaustif, hein. C'était une petite liste rapidement de ressources pour ceux qui auraient envie. Et du coup, je vois qu'on a mis nos adresses mail, mais je ne sais pas si ça a marché ou pas. Julien nous fait un pouce. Ça a dû marcher. Et du coup, pour le lien, je ne sais pas du coup si les gens peuvent les avoir ou pas. Ouais. Alors, il y a des pouces, donc je pense que c'est bon. Ouais. Et je vois juste le message d'Agnès. Encore une fois, aujourd'hui, nous avons beaucoup de chance. Les neurologues sont beaucoup plus ouverts au dialogue. Jusque dans les années 90, ce n'était pas le cas. Savourons notre chance d'ici et maintenant. Et oui, Agnès, je suis totalement d'accord avec toi. Aujourd'hui, je pense que on a cette chance-là en plus en France. Donc vraiment, n'hésitez pas à engager le dialogue avec votre équipe thérapeutique, hein. Et même si, même je vous partage mon expérience personnelle, j'ai eu un kiné, ça ne s'est pas bien passé. Il n'était pas du tout à l'écoute de mes besoins, de ce que je voulais, de vraiment de mes problématiques. Du coup, je me suis dit, en fait, j'ai le droit de changer, quoi. Donc, même si vous ne vous sentez pas bien avec un professionnel de votre équipe thérapeutique, vous avez tout à fait le droit d'en changer, quoi. Mais Agnès, je suis d'accord. Aujourd'hui, les choses changent et c'est plutôt Les positif. gens commencent à être de plus en plus sensibilisés Ouais. au fait que l'expérience des patients est importante à prendre en compte et que, de plus en plus de médecins, quand je dis médecins, c'est sens large, hein, neuro, généraliste, kiné, sophro, infirmière, psy, enfin tout, quoi, Mm. sont de plus en plus sensibilisés au fait que si on est partenaires l'un de l'autre et si on travaille main dans la main, ça marchera vachement mieux déjà pour se sentir mieux, pour être mieux et pour, voilà. Oui, totalement. Je suis d'accord. Puis pour améliorer aussi, les soignants, on va appeler ça prise en charge, mais moi j'appelle ça plutôt prise en soin. Et prise en soin, c'est moi aussi qui me prends en soin. Mais Mm. voilà, c'est un peu Ouais, je suis totalement l'idée. d'accord. Alors, l'heure passe, donc on va peut-être s'arrêter là. En tout cas, j'espère que vous avez eu nos adresses. N'hésitez pas, et ceux qui veulent s'engager dans des associations, peu importe, hein, mais vraiment faites-le parce qu'il y a besoin. Il y a beaucoup de gens isolés.
vraiment faites-le. Voilà, même si c'est qu'1 heure par mois ou voilà, ce que vous pouvez, faites-le quoi. Ouais, et pour ceux qui n'ont pas envie de s'engager, exact. Et ceux qui exactement, il y a pas. On est toujours acteur d'un petit truc dans notre vie. Exactement. Tu as ne serait-ce totalement que de raison. choisir si on va se faire un café juste là ou pas. Ouais, non, c'est vrai, tu as totalement raison. Et comme dit Marie et moi, c'était vraiment 2 exemples aujourd'hui, mais voilà, tout le monde est acteur à sa façon. Donc voilà, hein, c'est vraiment, en tout cas, moi, j'étais ravie de partager mon Moi expérience avec aussi. vous et avec toi, Marie, en plus. Donc, merci. Ben, moi aussi, très ravie. Merci à tous, du coup. ouais, merci pour votre présence en plus en cette fête des mères. Donc, vraiment. C'est ça, sachant qu'on déborde en plus. Ouais, en plus, ouais. Merci à Merci tous et beaucoup. puis bonne fin de webconférence. Au Au revoir. revoir.